Donc après ces merveilleuses images que nous a présentées M. Bonnet du présent et également un petit peu du futur, je vais revenir au traitement des ventricules uniques, donc un concept peut-être un peu du passé, mais on va voir que justement à partir du passé on peut peut-être éclairer un petit peu l'avenir. Donc il y a un plan, je ne vais pas vous le détailler, vous verrez au fur et à mesure de ma présentation. Donc le passé, il faut remonter à 1971, quand le professeur Fontan à Bordeaux a réalisé cette première intervention quelque part géniale, qui était de se dire on va se passer d'un ventricule unique pour assurer la circulation pulmonaire, d'un ventricule droit pour assurer la circulation pulmonaire. Et cette intervention, elle a été faite par trois jeunes adultes, ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. On opère bien entendu des enfants beaucoup plus jeunes. Et cette intervention avait été faite en un seul temps, ce qui n'est également plus le cas aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, les principes de la circulation de Fontan étaient posés. Alors ce qu'on a appris de ces premières interventions, c'est que bien évidemment c'était réservé qu'à un faible nombre de patients, ceux qui avaient survécu, et que donc c'était des patients sélectionnés, et que évidemment il y avait une nécessité d'augmenter le nombre de candidats potentiels, puisque globalement, sans intervention, plus de 95% des ventricules uniques vont décéder dans la première année de vie. Et tout ça est passé par des progrès médico-chirurgicaux depuis les années 70, on peut dire sans précédent, qui ont permis à, vous le verrez, une majorité de ventricules uniques d'accéder à un programme complet de Fontan. Et ce qu'on a appris également des premiers Fontan, c'est que cette chirurgie de Fontan était loin d'être optimale. La plupart des interventions, c'était des techniques atriopulmonaires qui sont plus utilisées aujourd'hui, qui n'étaient loin d'être optimales sur le plan hydrodynamique, et que c'était associé à une mortalité précoce et tardive non négligeable. Et on s'est rendu compte également qu'il ne fallait pas faire le Fontan en un seul temps, mais plutôt procéder par étapes. Donc tout ça, ça passe par, vous le verrez, une amélioration des montages chirurgicaux. Et donc, il y a eu des progrès dans les 30 dernières années dans les stratégies, les techniques médico-chirurgicales dans leur ensemble. Alors, l'anatomie des ventricules uniques, je vais passer assez vite parce que c'est un groupe hétérogène de cardiopathie avec différents sous-types anatomiques. Ce qui compte, c'est la définition physiologique, à savoir toutes les cardiopathies qui sont uniquement réparables sur un seul ventricule, et ça représente 2 à 3% de l'ensemble des cardiopathies congénitales. Donc, à la naissance, un ventricule unique, il y a 4 modes de présentation clinique. Soit le ventricule unique est équilibré avec un débit pulmonaire et systémique qui sont à peu près équivalents, et dans ce cas-là, c'est très rare, on surveille et on attend. Le ventricule unique peut se présenter avec un obstacle pulmonaire. Le nouveau-né va être par conséquent en hypodébit pulmonaire, il va falloir réalimenter les artères pulmonaires. A contrario, le ventricule unique peut se présenter sans sténose pulmonaire, et là, ça sera l'inverse du cas précédent, puisqu'on aura un hyperdébit pulmonaire qu'il va falloir restreindre. Et enfin, on a les formes de ventricule unique sans sténose pulmonaire, mais avec un obstacle sur la voie d'éjection aortique, que l'obstacle soit intracardiaque et ou extracardiaque. Tout ça pour vous dire un mot sur l'importance du diagnostic anténatal, de façon à préparer les suites de l'accouchement de la meilleure des façons possibles, pour éviter de recevoir des enfants qui ont un ventricule unique en mode décompensé, ce qui rend les résultats de la prise en charge médico-chirurgicale plus qu'aléatoires, vous vous en doutez. Un petit mot sur la circulation des ventricules uniques. On est dans une circulation qui est en parallèle. Donc, dans de très rares cas, le QPQS peut être équilibré, c'est très bien, on attend. Sinon, il va falloir faire en sorte d'équilibrer ces deux circulations en contrôlant la précharge, mais également en contrôlant la post-charge du ventricule unique. Et le but, ça va être de préserver au maximum et autant qu'on puisse faire la fonction du ventricule unique et de garder les résistances vasculaires pulmonaires les plus basses possibles. Et d'ailleurs, ces deux objectifs sont des idées forces qu'on devra garder tout au long de la prise en charge des ventricules uniques.
pour faire le succès, je dirais, de la circulation de Fontan ultérieure. Donc la première étape, c'est celle de la première intervention palliative. Le but, c'est d'équilibrer le QPQS, et si je réponds à quand, mais je dirais que c'est dans la période néonatale, dans le premier mois de vie. Donc revenons au cas du VU avec obstacle pulmonaire. Donc il y a deux cas de figure. Soit c'est un hypodébit pulmonaire avec une voie pulmonaire sténosée. Vous le voyez, le QPQS est abaissé, la saturation est entre 50 et 60%. On va réalimenter les artères pulmonaires par un Blalock, ou alors c'est un hypodébit pulmonaire lié à une atrésie pulmonaire. Le seul moyen que la vie se poursuive, c'est la mise en route de la prostine. Le QP sur QS sera meilleur, la saturation meilleure, mais ça ne sera pas durable car l'enfant sera sous prostine. Donc même problématique, il faudra rajouter une anastomose. Comme vous le voyez sur ce schéma, une anastomose, pour dire autrement un Blalock, ça se fait par sternotomie médiane. Du côté de la veine cave supérieure, plutôt de petit diamètre, toujours dans l'idée de préserver la fonction du ventricule unique pour ne pas le surcharger. Et on fait l'anastomose distale sur l'artère pulmonaire le plus près possible de la bifurcation, de façon à préserver le plus possible le lit artériel pulmonaire de toute iatrogénie. Et on va supprimer bien entendu le canal artériel. Donc quand on fait ce geste d'anastomose, il n'empêche qu'il faut éliminer d'autres éléments qui pourraient être cachés, comme par exemple une CIA restrictive qu'on pourra rencontrer dans certains cas d'atrésie mitrale, ou bien un retour veineux pulmonaire anormal total qu'on peut être amené à rencontrer dans certaines cardiopathies, comme les hétérotaxies par exemple. Donc les problèmes potentiels des Blalock, je dirais que c'est toujours les mêmes, quelle que soit la cardiopathie. On peut avoir des cas d'hyperdébit pulmonaire ou des cas de mort subite, malheureusement par thrombose du shunt. Et vous le savez, ce tube en Gore-Tex de quelques millimètres ne va pas grandir, donc il y aura forcément une réapparition progressive de la cyanose. Mais je reviens sur les problèmes potentiels de ces Blalock qu'on fait dans le cadre d'un ventricule unique. Toujours cette idée, attention à ne pas surcharger le ventricule unique pour préserver sa fonction, et particulièrement dans ce cas de figure et de cardiopathie, il faut épargner au maximum les artères pulmonaires en ayant la moindre iatrogénie possible. Maintenant, passons au cas du ventricule unique sans sténose pulmonaire. Donc ça, c'est le cas de figure inverse. Le QPQS est supérieur à 3. Les enfants, les nouveau-nés ont une trop belle saturation. Cet hyperdébit pulmonaire va forcément s'aggraver dans les jours, semaines qui suivent la naissance avec les baisses des résistances vasculaires pulmonaires. Le but, donc, ça va être de contraindre cet hyperdébit pulmonaire. Et le meilleur moyen de le faire, c'est par sternotomie. On va réaliser un cerclage du tronc de l'artère pulmonaire, bien entendu en ligaturant le canal artériel. Et on va ajuster ce cerclage en prenant les pressions pulmonaires distales en aval du cerclage, et cela sera modulé bien entendu en fonction de la tolérance clinique, mais l'objectif c'est d'abaisser les pressions pulmonaires entre 30 et 50% des pressions artérielles systémiques. Les problèmes potentiels sont inhérents à tous les cerclages. On peut avoir une protection pulmonaire incomplète bien sûr, mais dans le cas du ventricule unique, toujours pareil. Attention au maximum à préserver les artères pulmonaires, et donc il ne faut pas que le cerclage glisse, faire en sorte en tout cas qu'il ne glisse pas. Et toujours pareil, pensez qu'on peut avoir des cardiopathies qui sont quand même complexes, avec parfois des foramènes bulbo-ventriculaires qu'on a jugés non restrictifs, mais qui peuvent le devenir par la suite. Et à ce moment-là, on peut être amené, vous le verrez un peu plus loin, à utiliser la valve pulmonaire. Donc attention, je dirais, à la position du cerclage qu'on met en place. Maintenant, le cas donc, des ventricules uniques sans sténose pulmonaire, mais avec obstacle intracardiaque. Toujours rechercher dans ce cas de figure une association fréquente avec une coarctation, comme vous le voyez ici. Le traitement, il va être d'emblée en période néonatale ou à l'étape ultérieure de la dérivation cavo-pulmonaire. Mais on a plutôt tendance, et c'est ça qu'il faut retenir, à être agressif d'emblée si la taille du foramen bulbo-ventriculaire est inférieure ou égale au diamètre de la valve aortique, même si on n'a pas une franche accélération à l'échographie.
Et il y a 4 options chirurgicales possibles. Si on doit être agressif d'emblée, évidemment, le cerclage, on ne va pas le faire puisque je vous ai dit précédemment la diapositive précédente. Mais il y a 3 possibilités techniques qui s'offrent à nous, le DAMUS, l'élargissement de la CIV ou le switch palliatif. Donc le DAMUS, c'est mettre en connexion le culot aortique et le culot pulmonaire. Donc vous voyez qu'on a progressé depuis les premiers DAMUS où on faisait une anastomose latérale. Mais malheureusement, il a été décrit après ce type d'intervention des fuites d'une ou des 2 valves semi-lunaires. Donc on est plutôt passé aujourd'hui à une connexion, comme vous le voyez ici, en double canon, ce qui va permettre de mieux préserver l'architecture des 2 valves semi-lunaires. Et ensuite, on vient reconnecter l'aorte ascendante à ce néoculot aortique, ou si on a une coarctation, on traite l'arche et ensuite, de la même manière, on va reconnecter l'aorte ascendante distale au néoculot aortique. Et bien entendu, il faudra penser à réalimenter les artères pulmonaires. Cette intervention de DAMUS, les meilleures indications, c'est quand les vaisseaux sont côte à côte. Élargir la CIV, c'est ce qui paraît le plus intuitif, sauf que c'est soumis à un certain nombre de complications. La première, c'est le bloc auriculo-ventriculaire qu'on est censé éviter si on fait la résection dans le bord antéro-supérieur de la CIV, quelle que soit la position du ventricule accessoire. Mais on a plutôt tendance à réserver ce type d'intervention en dehors de la période néonatale, lors du 2e temps par exemple, ou alors on le fait en dernier recours quand le DAMUS est impossible. Pourquoi? Parce que quand on va fermer cette ouverture du ventricule accessoire qui va être à haute pression, il y a un risque non négligeable de faux anévrisme. Et enfin, la dernière option possible, qui est rare, mais qu'il faut savoir utiliser de temps en temps, c'est le switch palliatif. Donc le switch palliatif, ça va éviter de réaliser un DAMUS, comme vous le voyez ici, où les vaisseaux sont antéro-postérieurs, ce qui ferait que la bifurcation pulmonaire se retrouverait en arrière du nouveau culot aortique qui est potentiellement large et qui pourrait comprimer cette bifurcation. C'est pour ça que quand les vaisseaux sont antéro-postérieurs, on a plutôt tendance à proposer un switch palliatif de façon à mener la bifurcation pulmonaire en avant, ce qui protégera l'anatomie de ces artères pulmonaires et ce qui fera le succès de la future circulation de fond de temps. Et enfin, un mot bien entendu sur les ventricules uniques de type hypoplasie du ventricule gauche. Donc, c'est une cardiopathie qui est ductodépendante, dont l'équilibre postnatal est extrêmement précaire, puisque dès que les résistances vasculaires pulmonaires vont baisser, on va avoir évidemment un hyperdébit pulmonaire qui va se mettre en place au détriment du débit systémique, ce qui va engendrer des complications souvent létales et qu'il est extrêmement difficile de réverser par des mesures médicales ou de réanimation. C'est pour ça que globalement la chirurgie de ce type de malformation se fait en semi-urgence entre le 4e et le 8e jour de vie. C'est une chirurgie complexe qui va nécessiter une perfusion cérébrale, mais également une hypothermie, puisqu'on va devoir élargir la crosse de l'aorte et évidemment toute l'aorte ascendante qui est extrêmement hypoplasique. Je vais passer assez vite sur le Norwood, mais globalement 3 objectifs, je dirais simples quand on fait cette intervention. Le premier, c'est lever l'obstacle au retour des veines pulmonaires, ça veut dire créer une large CIA. Le deuxième objectif, c'est d'avoir une voie systémique aortique libre. Donc ça veut dire réaliser un DAMUS et un élargissement de l'ensemble de la crosse de l'aorte jusqu'au 1er centimètre de l'aorte thoracique descendante. Et le troisième objectif, c'est de mettre en place un débit pulmonaire calibré, soit par l'intermédiaire d'un Blalock, soit par l'intermédiaire d'un tube VDAP. La discussion entre ces 2 techniques n'est pas aujourd'hui complètement terminée, mais on peut dire que dans les centres où on fait moins de Norwood, si on se compare par rapport aux centres nord-américains notamment, on a plutôt tendance à privilégier le Norwood Sano, car la réanimation est plus simple, les pressions diastoliques aortiques sont meilleures quand on fait un Sano que quand on fait un Blalock, et certainement que la perfusion coronaire de ce fait est améliorée, et les résultats post-opératoires immédiats sont meilleurs quand même avec le Sano par rapport au Blalock, mais ce qui ne reste pas vrai quand on se projette à moyen long terme, pour d'autres raisons.
Donc une technique beaucoup plus simple qui a été développée entre les années 2004-2005, c'est l'approche hybride dans le but d'éviter cette première intervention de non-route qui est quand même relativement lourde. Le but, ça va être de réaliser tout d'abord un cerclage séparé des deux artères pulmonaires pour limiter le débit pulmonaire et de maintenir perméable un débit systémique, je dirais, compétent en stentant le canal artériel. Donc globalement, vous en doutez, les suites opératoires sont beaucoup plus simples que quand on fait un en-route chirurgical, mais la difficulté, si je résume à l'extrême, c'est d'équilibrer correctement le débit pulmonaire et le débit systémique. Donc vous avez ici ces images d'intervention qu'on peut faire dans notre centre quand on décide de faire une approche hybride pour traiter une hypoplasie du ventricule gauche. Globalement, on réserve cette technique pour les hypo-VG de petits poids, inférieurs à 2,5 kg, ou ceux qui sont nés avec une prématurité importante. Deux inconvénients majeurs aux palliatives de la première étape. Le premier inconvénient, c'est qu'il est impossible de maintenir une stabilité du QPQS avec la croissance de l'enfant. Sinon, il faudrait faire des palliatives multiples, ce qui entraînerait des complications iatrogènes. Donc il va falloir aller vers un débit pulmonaire contrôlé qui sera adapté à la croissance. Et la deuxième problématique, c'est que dès qu'on est dans cette phase qui suit la première palliation, il y a forcément une surcharge du ventricule unique qui entraîne une dilatation de celui-ci et potentiellement une dysfonction, et plus ou moins associée à l'apparition d'une fuite de la valve AV ou à une aggravation de celle-ci si elle préexistait, tout en sachant qu'il peut y avoir un mécanisme auto-entretenu. Donc le but, ça va être de passer à une étape de dérivation cavo-pulmonaire qui va avoir deux avantages qui vont répondre aux deux inconvénients de la diapositive précédente. Vous voyez ici un ventricule unique après une première palliation. Vous voyez qu'il est dilaté, qu'il a une hypertrophie qui se met en place et qui est corrélée à la dilatation de ce ventricule, et que si on décharge trop brutalement en imaginant faire un fontan en un seul temps par exemple, eh bien cette hypertrophie entraîne un trouble de la compliance qui pourrait entraîner un mauvais fonctionnement du fontan, d'où l'idée de passer par un remodelage ventriculaire progressif en faisant une dérivation cavo-pulmonaire supérieure qui sera uniquement partielle. Et le deuxième avantage de ces dérivations, ça va être qu'elles vont améliorer la saturation et qu'on aura une palliation durable et stable pendant environ 3 ans, et que cette étape, globalement, on l'a fait vers l'âge de 6 mois. Donc techniquement, je dirais que c'est assez simple de réaliser une intervention cavo-pulmonaire. Ça se fait sous circulation extracorporelle en essayant de faire une anastomose la plus large possible. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans environ 25 à 30% des cas, il y aura des gestes associés à cette dérivation cavo-pulmonaire, que ce soit des gestes de plastie de valve AV ou bien d'AMUS, comme vous pouvez le voir ici, ou alors de plastie des artères pulmonaires. L'inconvénient de cette dérivation cavo-pulmonaire, c'est qu'on va avoir une aggravation progressive de la cyanose. Forcément, le débit qui passe par la veine cave supérieure est de 60% dans les premiers mois de vie et sera quelques années plus tard uniquement de 40%. Donc forcément, à l'âge de 3-4 ans, la saturation sera aux environs de 75% après une cavo-pulmonaire supérieure, sans parler bien entendu qu'il y a un risque potentiel de développement de différents types de fistules. Véno-veineuse par exemple, c'est pour ça qu'on va lier la crosse de la zygose quand on fait cette intervention. Il peut y avoir également des fistules artério-veineuses pulmonaires ou le développement d'une collatéralité systémico-pulmonaire. C'est pour ça qu'avant de passer à la troisième étape, le cathétérisme sera quasiment obligatoire pour aller emboliser ou traiter ces différentes fistules ou collatéralité, et que ce troisième temps, idéalement, on le fait vers l'âge de 3 ans. Donc il y avait des critères qui avaient été dictés avant de réaliser des fontans, mais en un seul temps, et que de ces critères aujourd'hui, on en retient 2 essentiellement: la fonction du ventricule unique et avoir des résistances vasculaires pulmonaires les plus basses possibles, et évidemment le meilleur fonctionnement possible de la valve AV, tout en sachant qu'on peut réparer éventuellement cette valve, y compris au troisième temps du fontan. Et vous voyez ici sur ce schéma qui résume la physiologie circulatoire
après une intervention de fond de temps. Donc vous voyez qu'on est passé d'une circulation en parallèle initiale à une circulation en série, que par rapport à la circulation normale, évidemment, il manque ce ventricule droit qui va assurer la circulation pulmonaire, et qu'au total, pour que cette circulation fonctionne, il faut bien que le ventricule unique ait la meilleure fonction possible, puisque deux champs résistifs qui vont se suivre, le champ résistif systémique suivi du champ résistif pulmonaire, et que pour que tout ça marche, outre l'excellente fonction du ventricule unique, il faut avoir des résistances vasculaires pulmonaires les plus basses possibles. Donc le troisième temps du fond de temps aujourd'hui, c'est essentiellement avec un tube extracardiaque, comme vous le voyez ici. On a progressivement abandonné les tunnelisations intracardiaques. Pourquoi? Parce que quand on fait un tube extracardiaque, ça se fait évidemment sous CEC mais sans clampage. C'est relativement facile à réaliser. Il n'y a plus de suture intra-atriale, donc moins de risque d'arythmie supraventriculaire. Et globalement, l'hydrohémodynamique est excellente. Des inconvénients, un risque de thrombose et pas de croissance. Mais globalement, à l'âge de 3 ans, on peut interposer un tube de diamètre 18, ce qui est suffisant pour accompagner l'enfant jusqu'à l'âge adulte et même au-delà. Alors, faut-il faire une fenestration quand on fait un fond de temps, c'est-à-dire une connexion entre le système cave qui est forcément entre 15 et 18 mm de mercure dans la phase post-opératoire immédiate et l'oreillette unique qui sera plutôt à 7-8 mm de mercure? Il y a eu un débat sans fin, mais qu'on doit, je pense, clôturer aujourd'hui au vu des différentes publications, puisque quand on fait une fenestration, les suites post-opératoires sont améliorées, on a beaucoup moins d'épanchements pleuraux, une durée d'hospitalisation qui est moindre et une amélioration par ailleurs du débit cardiaque, évidemment des inconvénients, un risque d'AVC et un risque de désaturation, mais globalement on peut dire aujourd'hui que la fenestration est indispensable au post-opératoire et qu'après cette troisième étape viendra un temps de cathétérisme pour justement aller fermer cette fenestration. Alors, on peut avoir des dysfonctions précoces de caveau pulmonaire, partielles ou totales, et que globalement, il faut penser à 3 types de problématiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est soit un problème de précharge, soit un problème de fonction du ventricule unique, soit un problème de post-charge. Et je dirais que pour simplifier, quand on a, après la dérivation cavo-pulmonaire totale, une dysfonction précoce, sans cible thérapeutique évidente, il faut démonter, revenir à l'état antérieur où l'enfant va vivre et proposer ensuite, le plus fréquemment, une transplantation cardiaque. Il n'y aura pas vraiment d'autres alternatives. Pour finir, quelques résultats. Cette formidable étude qui nous vient d'Angleterre, associée au Pays de Galles, où ils ont fait une étude de cohorte comprenant tous les ventricules uniques opérés, sauf les hypoplasies du ventricule gauche, donc un peu plus de 1500 cas, différents types anatomiques. Ce qu'on peut voir, c'est que la première étape d'intervention palliative, c'était en moyenne au 11e jour de vie, la cavo-pulmonaire supérieure au 9e mois de vie et le fond de temps à l'âge de 4 ans et demi, et que la survie à 10 ans était de 78% si on englobe l'ensemble des ventricules uniques en excluant les hypoplasies du ventricule gauche. Si on rentre dans le détail anatomique, ce qu'on peut voir, c'est que les VU de type CAV ou les hétérotaxies ont une moins bonne survie à 10 ans, inférieure à 50%. En ce qui concerne les résultats du Norwood, une seule étude, celle de Philadelphie, qui est aujourd'hui un leader mondial, 1600 patients opérés. Avant les années 2000, un taux de mortalité supérieur à 30%. Depuis les années 2000, un taux de mortalité aux alentours de 15%. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on est loin d'avoir ces résultats avec une mortalité hospitalière le plus souvent supérieure à 30% et une survie à 10 ans inférieure à 50%. Mais on fait beaucoup moins de Norwood par centre si on se compare aux grands centres américains. En conclusion, les progrès depuis 1971 dans la prise en charge des ventricules uniques ont été absolument extraordinaires. Mais évidemment, aujourd'hui, le défi qu'on va rencontrer, c'est cette 4e étape qui nous attend, à savoir les défaillances de fond de temps qui vont nous conduire vraisemblablement à augmenter le nombre de transplantations ou d'assistance circulatoire, tout en sachant que la transplantation après fond de temps, les résultats sont moins bons si on se compare par rapport aux transplantations dans les autres cardiopathies congénitales, avec un taux de mortalité opératoire qui varie entre 25 et 30%, une survie
à 50% à 5 ans. Mais il faut croire, comme toujours dans les progrès de la médecine, avec des nouvelles molécules qui sont en cours d'essai thérapeutique pour essayer d'améliorer la fonction des ventricules uniques, l'intérêt des procédures valvulaires percutanées, l'amélioration des assistances cardiaques qui pourra, on l'espère, améliorer les suites des fonds de temps défaillants. Et enfin, un dernier mot d'espoir avec la thérapie cellulaire, avec actuellement des essais thérapeutiques en cours en ce qui concerne les hypoplasies du ventricule gauche. Je vous remercie de votre attention.